Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Florence Lenevé, je suis rédactrice en chef adjointe de la Lettre API et je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour ce cas d'école dans le cadre de Social Change consacré à une étude qualitative que vient de réaliser la chaire RSE d'Audencia auprès de 7 entreprises pionnières qui se sont engagées dans une transformation durable de leur modèle. Alors pour en parler, j'ai à mes côtés 4 invités, 2 sur ce plateau. André Sobczak, vice-président de Nantes Métropole en charge de l'emploi, de l'Europe et de la RSE et titulaire de la chaire RSE d'Audencia. Jean-Pierre Lambolet, vous êtes partenaire de la chaire RSE d'Audencia et associé de la société Nao Consulting. Et 2 intervenants en duplex, les représentants de 2 entreprises du panel. Isabelle Saviane, vous êtes directrice des ressources humaines du groupe ERAM à Saint-Pierre-Mont-Limard, dans le Maine-et-Loire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe dans le détail, je vais donner quelques chiffres. ERAM, c'est 900 points de vente, toutes marques confondues, 9 sites de e-commerce, 6000 salariés, 20 millions de paires de chaussures vendues, 43 millions de vêtements et plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça donne une idée du groupe. Et avec nous également en duplex, Michael Cornoux. Vous êtes directeur marketing du groupe Interface Europe du Sud, groupe américain de 4100 salariés pour 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Et votre spécialité, ce sont les dalles de moquette, mais on y reviendra. Voilà pour les présentations. Alors, n'hésitez pas tout au long de ce cas d'école à poser vos questions tout au long de l'intervention. Nous pourrons y répondre via le chat. Alors, je vais commencer avec vous, André Sobczak. Cette étude que vous allez nous dévoiler, dont vous allez nous dévoiler les grandes lignes, quel était l'objectif au départ ? Alors, dans le cadre de notre chaire, nous travaillons depuis longtemps sur la manière dont les entreprises se transforment pour intégrer les enjeux sociaux et environnementaux vraiment au cœur du modèle économique, au cœur de la stratégie, au cœur de l'offre. Et donc, dans cette étude, on a voulu regarder comment concrètement, en fait, ces démarches de transformation se réalisent dans des PME, dans des ETI et dans des plus grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus le questionnement sur qu'est-ce qu'il faut entendre par responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait à côté de la stratégie de l'entreprise et on est plutôt du coup dans des démarches ponctuelles qui visent à améliorer les actions dans un esprit de développement durable? On pourrait être presque dans la cosmétique. Ou est-ce qu'au contraire, la vraie RSE, ce n'est pas une transformation profonde du modèle économique de l'entreprise? Et donc, c'est effectivement le parti pris de cette étude. On a essayé de regarder comment en fait, ça se passe concrètement en interrogeant les dirigeants de ces entreprises-là, les salariés et aussi un certain nombre d'experts extérieurs pour mieux comprendre et évidemment pour donner des conseils à d'autres entreprises qui aujourd'hui se posent la question de l'intérêt et qui cherchent effectivement des facteurs clés de succès pour avancer eux-mêmes en fait dans leurs entreprises. Alors, par rapport à cette crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui, on a le sentiment que les entreprises engagées s'en sortent un petit peu mieux. Est-ce que ça veut dire que cette étude, elle a été déclenchée par la crise sanitaire ou c'était un projet que vous aviez déjà avant ça ? Alors, en réalité, on a eu cette idée un peu avant, en fait. On a commencé à y travailler à la fin de l'année 2019, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous a traversé. Donc, on a travaillé avec nos entreprises partenaires et cette interrogation a été posée. On a mené, en fait, les entretiens, en fait, jusqu'à l'été dernier. Donc, les derniers entretiens étaient déjà pendant la période du confinement, voire après. Donc, on a intégré cette dimension-là aussi, mais c'est quelque chose, effectivement, qui est plus profond, parce que l'ensemble de ces transformations dans les entreprises pionnières qu'on a analysées ont en réalité une durée très longue. Et ça aussi, c'est un enseignement déjà en fait, de cette étude. Vous ne pouvez pas évidemment transformer le modèle économique de l'entreprise en 1 an, en 2 ans. Souvent, effectivement, c'est plutôt un horizon de 10 ans, voire plus. Et donc, cette étude aussi essaye justement de regarder dans la durée comment l'entreprise, effectivement, se transforme. On y reviendra sur cette question de temporalité tout à l'heure. Je le disais, c'est une étude qualitative. Vous êtes allé voir 7 entreprises. Alors peut-être avec vous, Jean-Pierre Lambolet, comment vous les avez sélectionnées, les entreprises de ce panel ? Donc les 7 entreprises, on a d'abord cherché à sélectionner des entreprises qui réellement étaient entrées dans un processus de transformation. Comme l'a dit André,
Un certain nombre d'entreprises font de la RSE de façon un peu cosmétique, un peu périphérique à leur activité. Donc on a cherché vraiment des entreprises qui sont véritablement transformées, qui étaient en cours de transformation. Alors, certaines depuis plus de 20 ans, comme on le verra avec Interface tout à l'heure, d'autres plus récemment, comme InVivo et d'autres, mais on cherchait à avoir d'abord des entreprises qui étaient vraiment dans un processus de transformation au cœur. La deuxième chose, on voulait avoir des PME et ETI, parce qu'ils constituent effectivement une grande partie de la dynamique du développement de l'activité et de l'emploi. Donc, on s'est consacré sur des PME et ETI, principalement du territoire, donc Loire-Atlantique, Pays de Loire, mais également au-delà, donc avec des entreprises à couverture nationale, voire internationale, avec Interface. On s'est concentré sur le secteur primaire et secondaire, c'est-à-dire agriculture et industrie, qui étaient a priori ceux qui avaient la plus grosse empreinte environnementale. Et donc, on a cherché à sélectionner ces entreprises sur ces critères-là. Ce qui était important, c'est d'avoir aussi une certaine diversité dans la structure de ces sociétés, et en termes de taille, et en termes de portefeuille d'activité. Certaines sont monoproduits. Alors, Interface est très focalisée, par exemple, sur les dalles moquettes. D'autres, comme le groupe InVivo ou comme le groupe ERAM, ont un portefeuille d'activité de marque assez diversifié. Donc, on voulait avoir une diversité de ce point de vue-là. On voulait aussi avoir une diversité dans la gouvernance également de ces entreprises, et on le verra, et on en parlera tout à l'heure sur la partie financière, c'est-à-dire des entreprises à capital familial, c'est-à-dire le capital détenu par la famille, et d'autres qui étaient à capital plus dilué, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de cette question-là. Voilà. Et donc, quand on a rassemblé l'ensemble de ces critères, on s'est arrêté à ces 7 entreprises qui sont, que vous voyez sur ce transparent. Alors, je pense qu'il doit être à l'écran. On le voit, donc, oui. on a Armor, qui est un acteur effectivement assez pionnier, assez emblématique dans la région. Donc tout ce qui est spécialisé d'induction. Induction donc sur couche fine, sur film mince, pardon. Alors, on va peut-être pas détailler toutes les entreprises. Camif, donc je les cite ou oui, vous pouvez les citer. Oui. Donc Camif, donc connu, le groupe ERAM, on en parlera tout à l'heure. InVivo Group, donc la plus grosse coopérative de coopératives en France, agricole. Interface, on le verra tout à l'heure avec Michael. La Florentaise, donc terreau et donc tout ce qui est autour donc on a parlé tout à l'heure, qui transforme l'utilisation de la sourbe par de la fibre de bois. Et Poisson Packaging, donc dans l'emballage, essentiellement dans le secteur alimentaire. Donc voilà, on a ces 7 entreprises, et comme l'a dit André, on essayait d'avoir 3 à 5 entretiens avec différents points de vue dans chacune de ces entreprises. Et là, on est bien dans le cadre d'entreprises qui se sont transformées, c'est-à-dire vous n'êtes pas allé chercher des entreprises qui se sont créées sur un modèle vertueux. Oui, c'est-à-dire des entreprises qui vraiment avaient placé le développement durable au cœur de la stratégie. C'est-à-dire que là, on a aujourd'hui, et comme l'a dit André, beaucoup d'entreprises qui ont placé la RSE comme un des chapitres dans leur plan stratégique. Là, on a vraiment des entreprises qui ont placé le développement durable ou la performance responsable au cœur de leur ambition et de leur vocation, de leur raison d'être. Donc on est vraiment au cœur. En revanche, on a des entreprises qui ont démarré de façon assez ancienne, type Interface, on l'a dit tout à l'heure, avec un patron au départ très emblématique, et on a des gens qui s'y sont lancés plus récemment, comme InVivo, qui a placé vraiment le développement durable au cœur de son projet depuis quelques années. Et donc vous aviez identifié 5 thèmes d'enquête. Alors, on n'a pas identifié 5 thèmes d'enquête, alors je vais passer le petit... C'est-à-dire on les a questionnés beaucoup sur leur processus de transformation, pourquoi ils étaient transformés, avec quelle ambition, et quels étaient un petit peu les leviers, les facteurs clés de succès, comme l'a dit André. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ressortent de cet entretien. Donc, on a sélectionné 5 thématiques qui nous sont apparues comme fondamentales. La première est celle du leadership, c'est-à-dire que la constante de ces différentes entreprises, c'est la capacité d'entraînement du dirigeant, de sa conviction sincère et durable, et sa capacité à embarquer l'ensemble des parties prenantes. Donc là, il y a des points de convergence sur l'ambition. En revanche, dans les modalités, il y a des façons de faire assez différentes. On a un deuxième point qui est la problématique du financement. Tous les dirigeants nous le disent, impossibilité de se transformer sans une capacité à être accompagné financièrement de façon durable. Et là se pose la question de l'actionnariat ou de la capacité à embarquer des soutiens d'investissement ou des banques. Et là, on a véritablement des points de vue qui s'opposent. C'est assez différent, notamment entre les entreprises familiales et les autres. On y reviendra justement à travers les exemples. L'innovation, c'est un sujet qui est assez courant et qui est propre à l'ensemble des entreprises, mais on s'aperçoit dans le cadre de cette étude que l'innovation prend une place. Et l'innovation, ce n'est pas que l'innovation produit, l'innovation processus, il y a aussi l'innovation sur les modèles économiques et autres, mais on s'aperçoit qu'on est vraiment dans l'innovation, dans une logique partenariale avec beaucoup d'acteurs, que ce soit avec les salariés, les fournisseurs notamment. André en parlera tout à l'heure. On a ensuite la question des comportements clients. Alors derrière ça, il y a le marketing, mais il y a surtout la conduite du changement, qui est un point clé. Et on échangeait un petit peu avant, tout à l'heure avec André. Même si vous avez un produit vertueux avec un prix qui est sensiblement équivalent,
Ce n'est pas pour autant que vous emportez effectivement le comportement du consommateur, même s'il a un discours plutôt militant. Donc ça, c'est un quatrième sujet et c'est un point dur avec une différence entre les activités B2B ou B2C. Et enfin, le dernier point qui est celui de la gouvernance et du pilotage. La gouvernance, c'est comment on intègre la dimension RSE dans la stratégie, dans l'organisation et dans l'évaluation au sein de la société. Et le pilotage, c'est-à-dire la problématique de la preuve et la démonstration est quelque chose d'extrêmement important pour entraîner des investisseurs ou des partenaires et pour démontrer effectivement des progrès. Donc là, on n'a pas tous les sujets, on n'a pas tous les facteurs clés effectivement de la transformation, mais on a vraiment les points clés au travers de ces 5 points. Et on a une question subsidiaire qui est ressortie parce qu'elle était d'actualité depuis la loi Pacte. C'est la question de la société à mission. Oui, non, est-ce que c'est un levier, est-ce que c'est nécessaire ? Voilà un petit peu les thèmes qu'on a abordés. Ouais, on y reviendra. Et justement, par rapport à... une fois que vous avez eu toute cette matière, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on peut tirer déjà des enseignements de ces 7 exemples d'entreprises ? Je dirais qu'un premier enseignement, c'est qu'il n'y a pas un modèle unique pour devenir une entreprise qui est vraiment responsable, durable. On a vu vraiment la diversité des approches, finalement des approches qui sont évidemment en lien avec le secteur d'activité de l'entreprise, sa gouvernance, mais aussi finalement la culture de l'entreprise. Et donc je pense que ça c'est quelque chose qui est très important en fait. La transformation durable, c'est pas en fait cocher un certain nombre de cases et de copier ce qui est fait ailleurs. En fait, chaque entreprise doit trouver vraiment, selon son ADN, sa propre démarche en travaillant avec les différentes parties prenantes en interne. Alors ça rend les choses peut-être un peu plus complexes, mais de l'autre côté, c'est aussi un facteur d'innovation en fait. Finalement, chaque entreprise doit se dire qu'est-ce que moi je peux faire, comment je peux être utile et avoir un impact positif à travers mes différentes activités. Un deuxième enseignement, c'est effectivement peut-être que la partie prenante cliente est probablement la plus difficile en fait à embarquer. Effectivement, on voit aujourd'hui qu'avec la crise notamment, en fait, il y a de plus en plus de consommateurs qui veulent effectivement changer leur mode de consommation. Dans les faits, la plupart des 7 entreprises qu'on a observées, en revanche, nous disent que c'est plus compliqué que cela. Dès lors qu'un produit ou un service durable est plus cher, ça va être très compliqué, en fait, en tout cas durablement, massivement, en fait, de convaincre les consommateurs. C'est parfois plus simple, en fait, quand vous êtes en B2B. Oui, il y a peut-être une différence. Avec, effectivement, une volonté des entreprises, effectivement, d'elles-mêmes de déprouver, en fait, que leur démarche RSE concerne aussi les relations avec les fournisseurs. Et peut-être un autre élément en fait important, c'est sur le financement, qui est aussi effectivement quelque chose qui est clair en fait. Finalement, beaucoup des entreprises nous ont dit que l'enjeu de la mise en place en fait de cette transformation consiste finalement à accepter peut-être de faire un arbitrage entre la pérennité de l'entreprise et la rentabilité à court terme. Alors, avec quelques nuances en fait, quelques grandes entreprises, notamment celles qui sont cotées en bourse, évidemment, nous disent il faut qu'on reste rentable, y compris à court terme. Mais les entreprises familiales en particulier qui disent finalement, nous, en fait, on a envie de transmettre l'entreprise à la prochaine génération. On a envie d'offrir un emploi local pour les personnes effectivement sur notre territoire et parfois effectivement on renonce même en fait à prendre des dividendes dans le capital de l'entreprise. C'est ça effectivement qui est important et finalement ça nous permettra de nous transformer en permanence, d'innover et de rester ainsi pérenne en fait. Donc là aussi c'est quelque chose en fait qui est très important parce que il faut qu'on trouve du coup parfois des nouveaux actionnaires de l'entreprise, des nouveaux investisseurs. Alors heureusement on a découvert justement qu'il y a des investisseurs responsables. Parfois, c'est aussi les dirigeants eux-mêmes en fait qui ont racheté une partie du capital de l'entreprise. Ils ont associé aussi parfois les salariés au propre capital de l'entreprise. Donc, on voit bien aussi que cette gouvernance est un élément clé de la transformation de l'entreprise. Alors, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Et alors, on va le voir justement pour se transformer et que chacun doit trouver son chemin avec les forces et les faiblesses qu'il peut avoir. Et on va le voir avec les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. Je voudrais d'abord commencer avec vous, Isabelle Saviane, savoir quelle a été la motivation, qu'est-ce qui a fait, et à quand ça remonte, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit c'est plus possible, on ne peut pas continuer sur ce modèle-là, il faut qu'on change les choses. Le groupe ERAM, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Ok. Le groupe ERAM, c'est un groupe centenaire, donc il n'en est pas à sa première transformation. On a la conviction chez Groupe ERAM qu'un bon plan de transformation, c'est un plan qui ne s'arrête jamais.
mais on a vécu des grosses transformations puisque nous étions au démarrage un industriel, que nous sommes devenus des commerçants. On a vécu quand même quelques grands chocs. Donc, cette résilience qu'on a par rapport au choc nous a embarqués, je crois, plus facilement dans cette idée qu'il fallait bouger et bouger plus souvent et faire bouger notre industrie en permanence. Je crois quand même qu'il y a eu quelques moyens, quelques événements qui nous ont vraiment ouvert les yeux. Je pourrais parler du Rana Plaza, qui a mis un coup de projecteur sur resituer les modes le Rana Plaza. Oui, on peut resituer peut-être le Rana Plaza parce que ça parle. Le Rana Plaza, c'est l'effondrement d'un immeuble à Dhaka, au Bangladesh, qui a embarqué 2500 personnes dans son effondrement. Et je ne suis pas sûre qu'on avait vraiment conscience des conditions de production. Oui, ça c'était en 2013 et c'était des ouvriers du textile, hein, c'est ça? C'est ça. Excusez-moi, oui, je fais comme si j'ai l'impression que tout le monde connaît le Rana Plaza, mais c'est vrai que ça a été vraiment un immense choc pour nous. Et ça a mis un très gros coup de projecteur qui a finalement, en tirant la flotte, nous a amené à considérer l'ensemble de la supply chain, de tous ces temps, de tous ces moments qui se passent entre le moment où on passe une commande et où le vêtement ou la paire de chaussures arrive en magasin. Et ça a déclenché chez nous un travail beaucoup plus structuré sur notre responsabilité en dehors de nos frontières. Le groupe ERAM a eu une approche très particulière puisqu'on a choisi chez Groupe ERAM de travailler avec les équipes. Alors on va détailler comment vous avez de transformation. On va détailler comment vous avez fait après, mais je voulais juste voir aussi avec Michael Cornu quel a été le point de départ. Alors je crois que chez vous, chez Interface, c'est encore plus ancien parce que c'est en 96 que là, votre président a dit on change radicalement de modèle. Exactement. Donc nous, Interface, on existait depuis 73. Donc pendant 20 ans, on a vraiment créé nos produits qui sont principalement de la dalle de moquette, de manière totalement linéaire, extraction, transformation et mise en décharge. Et c'est en 94 exactement que notre fondateur Ray Anderson a eu une question de la part d'un de ses clients qui nous demandait qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Et concrètement, en 94, la réponse était rien, hein, à part suivre la loi, suivre la règle et faire les choses de la façon qui suit la loi. Et cette question, et plutôt cette non-réponse, a vraiment posé problème à Ray Anderson, qui s'est directement dit on est en tant qu'industriel, en tant que leader mondial sur ce marché, responsable de cette problématique, responsable de nos erreurs, et on doit être également responsable de la solution. Donc, c'est en 94 qu'il y a eu ce virage à 180 degrés chez nous. Et après plus de 2 ans de travail en collaboration avec notre équipe, avec nos équipes internes et également des experts, on a mis en place en 96 notre mission zéro, qui est l'engagement de ne plus avoir aucun impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Ok, alors on va y revenir, savoir toutes les étapes. Alors on ne pourra pas forcément trop détailler si on veut tout aborder, mais peut-être Isabelle Saviane, du coup, une fois qu'il y a eu ce déclic, comment vous avez procédé? Vous êtes dit, on ne peut pas y aller tout seul, il faut embarquer toutes nos parties prenantes, les salariés, les fournisseurs, ça a été ça la démarche, et puis vous faire accompagner? Exactement. Exactement. On a commencé comme ça, c'est-à-dire que le sujet nous est apparu soudainement tellement vaste qu'on ne pouvait pas y aller tout seul. Donc le premier, je dirais, actif principal qu'on a eu, c'est que nos équipes étaient elles-mêmes en prise de conscience par rapport à tout ça et avaient elles-mêmes vraiment envie de changer les choses. Le deuxième point qui est très important dans notre entreprise, c'est que, André l'a dit, on est une entreprise familiale. Et on n'a pas d'objectifs à très court terme, on n'a que des objectifs de durabilité dans toutes ses composantes. Cette entreprise, elle est née, elle a été fondée en 27 pour être transmise de génération en génération. Et on a, dans cette démarche-là, eu tout le soutien de nos dirigeants qui sont aussi nos actionnaires, actionnariat familial. Donc,
On a beaucoup travaillé avec chacun de nos fournisseurs qui sont devenus des vrais partenaires avec nous, qui sont rentrés dans des plans de progrès ou alors qui sont sortis de notre référencement. Nous travaillons aussi beaucoup avec nos clients qui nous disent, eux, ce qui est important. Et là, on vient de participer encore à la consultation citoyenne sur la mode responsable avec des grands acteurs pour mettre le doigt et savoir là où nos clients ont envie que nous allions. Mais on a démarré un peu plus tard, nous, donc vraiment là-dessus. On avait commencé, mais vraiment dans une RSE, j'ai envie de dire, réglementaire, compliance, innocuité, tableau REACH, etc. Et là, on s'est dit, non, il faut qu'on pousse tous les feux en même temps. Donc, on a organisé l'ensemble de notre projet d'entreprise autour de nos parties prenantes, nos clients, bien sûr, nos collaborateurs, évidemment, les citoyens, que nous sommes aussi en tant que collaborateurs, notre actionnaire, qui est une partie prenante importante, et le groupe dans lequel nous vivons, qui est aussi une partie prenante en soi, puisque ça forme le collectif de l'ensemble des personnes qui ont quelque chose à faire avec le groupe Eram. Mickaël Cornoux, pour vous aussi, c'était important d'embarquer tout le monde, les collaborateurs, travailler avec vos fournisseurs? Totalement, totalement. Nous, c'est vrai qu'il fallait emporter tout le monde avec nous. Alors d'abord en interne, parce que c'était assez compliqué il y a 25 ans de se dire on est le numéro 1 mondial, on va changer totalement la stratégie, on va partir dans une autre direction, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, surtout personne ne nous le demande. Est-ce que tout le monde va vouloir suivre? Alors, on avait notre force, c'est Ray Anderson, puisque avec sa vision, c'était évident que tout le monde allait le suivre. Mais en revanche, comme le disait Isabelle, le point de la sensibilisation des parties prenantes a été extrêmement important également chez nous. Clairement, aujourd'hui, on n'aurait pas pu arriver aux résultats qui sont les nôtres et qu'on détaillera peut-être plus tard, sans principalement nos clients et nos fournisseurs. Parce que nous, on fabrique de la moquette, on fabrique la moquette avec une fibre qu'on ne fabrique pas. Et chez nous, tout a commencé bien évidemment avec l'ACV de nos produits, donc l'analyse de cycle de vie de notre produit industriel. Et on s'est rendu compte que les 3/4 de notre empreinte environnementale, c'était les matières premières. Donc évidemment, si on veut arriver à une neutralité carbone totale, et pour cela, il faut changer notre produit et nos matières premières. Et pour changer nos matières premières, on a eu besoin d'apporter avec nous nos fournisseurs. C'est important, ça, André Sobczak, d'associer tout le monde si on veut vraiment aller dans cette transformation durable? Oui, c'est vraiment un facteur clé de succès, effectivement, de savoir fédérer en fait toutes les différentes parties prenantes, parce que, comme cela a été bien expliqué, c'est un changement systémique en fait qu'il faut en fait. Il faut du coup effectivement essayer de comprendre là où sont les différents impacts sociaux et environnementaux des différentes activités de l'entreprise. Et donc finalement, ça recrée en fait une définition nouvelle finalement des frontières de l'entreprise, en intégrant très en amont les fournisseurs, voire les extractions de matières premières en fait. Pour certaines entreprises. Et de l'autre côté, qu'est-ce que les clients vont faire avec finalement les produits et en fait, et peut-être effectivement des nouveaux business models qui effectivement créent peut-être des liens plus long terme avec les clients. Donc c'est là effectivement où il y a des modèles effectivement comme la location plutôt que la vente en fait qui sont assez intéressants, parce que là du coup on va aligner l'intérêt économique et l'intérêt environnemental. Si à un moment donné effectivement l'entreprise va louer un produit, elle va avoir intérêt évidemment à ce que le produit va durer le plus longtemps possible pour le rentabiliser et donc économiser la production effectivement, l'utilisation de matières premières, l'énergie en fait dans ce domaine-là. Mais de l'autre côté, c'est aussi une opportunité parce que ça crée finalement une relation dans la durée avec le client en fait, et donc ça permet peut-être aussi de lui proposer autre chose demain. Il faut apprendre à casser les codes, à penser autrement. En fait. Oui, et là aussi, en fait, vous avez aussi, dans les deux exemples, en fait, a été mentionné l'importance d'associer les salariés. Là aussi, c'est quelque chose qui est très important parce que finalement, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui recherchent du sens. À Audencia, évidemment, je vois de plus en plus d'étudiants
voire des diplômés en fait, qui disent moi j'ai envie de travailler à un projet qui permet effectivement d'avoir un impact positif. Et donc les entreprises qui disent chez nous en fait il y a une transformation durable qui est en cours et elle n'est pas juste conduite par quelques experts, mais vous en tant que salarié, que vous travaillez en marketing, en comptabilité, dans la production, vous allez être partie en fait de cette aventure quelque part. C'est quelque chose qui est important. Et c'est aussi évidemment parce que ce sont les salariés qui connaissent les mieux les attentes des clients et les contraintes aussi de produits, de services, qui connaissent aussi les fournisseurs pour savoir qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui prendra peut-être un peu plus de temps. Alors, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, je voudrais parler d'argent, parce que est-ce que tout ça, pour se transformer durablement, est-ce que ça nécessite des moyens importants? Est-ce qu'il faut investir lourdement? Isabelle Saviane, chez Eram, ça a été important en termes d'investissement pour accompagner cette transformation? Non, franchement non. Nous, on a eu de la chance, on a eu carte blanche, mais on n'a pas eu carte bleue. Mais ça nous a permis d'inventer, d'innover et de pouvoir développer des initiatives qui, elles, ne nécessitaient pas énormément d'investissement. Si on veut cranter, la prochaine étape, oui, il va falloir certainement investir. Parce que nous arrivons désormais sur des sujets qui sont à la fois très techniques et industriels. Le groupe Eram s'est engagé dans l'économie circulaire, recycler une paire de chaussures, lui donner une deuxième vie, ça va nécessiter certainement des investissements. Donc, encore une fois, ce sont des questions d'arbitrage pour une industrie comme la nôtre. Mais on vient de créer une société en commun avec un de nos salariés, qui est une société de conseil en maîtrise de l'énergie. Et ça n'a pas nécessité d'investissement. Mais pour autant, ça met le groupe Eram, ça aide le groupe Eram à aller un peu plus loin dans sa stratégie bas carbone, et on va inventer un nouveau modèle d'affaires pour le groupe Eram. Mais on n'est pas vous savez, nous ne sommes plus des industriels, même si nous avons encore 2 usines en France. Je pense que le sujet des investissements, il est plus prégnant chez des industriels. Mais c'est vrai que chez nos fournisseurs, à l'autre bout du monde, à qui on demande des stations d'épuration pour l'eau, par exemple, oui, ça engage de très, très nombreux investissements. C'est là que le groupe Eram doit faire des arbitrages et accepter de payer le juste prix à ses fournisseurs. C'est aussi une des clés. On peut peut-être donner le nom de cette nouvelle société que vous venez de créer? Oui, elle s'appelle Oxygène. Ok, voilà, on aura l'occasion de la suivre. Michael Cornoux, vous êtes un industriel, donc là, je sais qu'il y a eu quand même plus d'investissements parce qu'il y a eu vraiment des ruptures en termes d'innovation. Alors exactement, nous je pense que ça va être l'illustration du véritable coût, surtout au départ. Bien évidemment, quand on est arrivé, il a fallu convaincre les actionnaires, on est coté à New York, et il a fallu convaincre les actionnaires d'investir dans des nouveaux projets, dans des nouvelles machines, dans des nouvelles matières premières, qui n'existaient même pas à l'époque. En revanche, oui, c'était un coût en 96, mais maintenant, avec les 25 ans de recul, on peut clairement dire que c'est un investissement sur le long terme. Et un exemple basique, c'est pour au niveau de nos usines. Bien sûr, on a investi pour que nos entreprises aient de meilleures performances énergétiques, qu'on perde moins d'énergie à utiliser. Nos investissements concrètement sur notre usine européenne nous ont permis de faire des économies. Quand on travaille pour améliorer le process de fabrication et que cela nous permet de réduire de moitié notre utilisation énergétique, on fait des économies et ça nous permet d'investir dans de nouveaux intrants qui vont être plus durables. Donc aujourd'hui, par exemple, on fonctionne 100% énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, souvent, elles ont un coût qui est souvent supérieur. Et bien, l'économie qui ont été initiées grâce aux investissements nous ont permis d'investir dans ces nouvelles énergies. Et on peut avoir cet exemple sur d'autres parties de notre activité. Donc on rentre dans un cercle vertueux.
Oui, et ce que je trouve intéressant en fait dans les différentes entreprises qu'on a vues, c'est que c'est du coup quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui doit se faire d'une manière progressive en fait. Si on élargit à d'autres entreprises qu'on a regardées, par exemple, je pense au groupe Armor, ils ont en fait développé en fait des nouvelles activités en fait qui sont clairement orientées sur les énergies renouvelables, la transition énergétique par exemple. C'est la nécessité des grands investissements, mais en parallèle en fait ils se sont appuyés sur les métiers classiques, les produits en fait qu'ils ont aussi amélioré évidemment en termes d'impact environnemental pour pouvoir financer petit à petit effectivement ces nouveaux investissements. Donc là aussi ça explique bien que cette transformation effectivement prend du temps. Il faut effectivement parfois s'appuyer en fait sur des produits en fait classiques, un peu des vaches à lait en fait, pour pouvoir en fait avoir tous les investissements en fait nécessaires en fait dans cette démarche. Et ça nécessite encore une fois des investisseurs, des actionnaires, peut-être des banques, peut-être parfois aussi de financement public. Les entreprises qu'on a rencontrées ont parfois aussi mentionné peut-être le manque de soutien de la part des collectivités ou de l'État en fait pour financer en fait ces transformations également aussi. C'est un autre levier à actionner encore plus à l'avenir. Donc oui, il faut bien avoir en tête qu'on est sur du temps long, Jean-Pierre Lemonnet. Oui, on est bien sur du temps long. C'est-à-dire l'ensemble des entreprises nous parlent de processus de transformation sur 10 voire 20 ans. Donc on est sur des générations. Mais enfin, j'insiste notamment quand même sur la question financière, c'est-à-dire qu'on a souvent les approches effectivement entreprises familiales, c'est-à-dire mettre de côté la capacité à générer du dividende pour ensuite, il y a un peu un sacerdoce pour pouvoir pérenniser. Mais on a quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui et beaucoup d'investisseurs et même des investisseurs généralistes qui considèrent qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Et c'est d'ailleurs le point de vue, je crois, d'interface de son fondateur entre la performance économique, environnementale et sociétale. Et il faut vraiment travailler sur ces 3 points en même temps. Et le point de vue des investisseurs aujourd'hui généralistes est bien celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition en disant finalement, si on veut faire du développement durable, il faut pouvoir s'asseoir sur la performance. On est vraiment dans cette logique-là. Et c'est vrai qu'on est au moins au départ, comme disait André, sur une nécessité d'investissement fort au départ, le temps de mise au point des produits, le temps de mise au point des processus, et ensuite l'effort industriel pour pouvoir massifier et dégager des économies d'échelle. Ça veut dire qu'il y a un investissement initial qui est long, avec un retour. Les premiers retours sont longs. Et ensuite, comme le dit Michael, on a un processus qui devient vertueux et qui s'alimente. Mais le début, effectivement, nécessite un investissement. Et des partenaires qui, aujourd'hui, enfin, on a rencontré des partenaires à nouvelle génération d'investisseurs qui se situent quand même dans ce temps long aujourd'hui. Et pas que des investisseurs comme d'ISR, c'est-à-dire des investissements socialement responsables. Donc, Michael Cornu, c'est du temps, c'est de l'investissement. Mais je crois que pour vous, toute cette transformation vous a apporté un vrai avantage concurrentiel. Totalement. Alors nous, ça nous a permis d'avoir une véritable longueur d'avance en termes d'innovation. Alors je vais peut-être parler plus innovation pour le côté produit, mais effectivement, sur les investissements et le travail qui a été fait à l'usine, ça nous a permis de développer des nouveaux marchés. Et grâce au développement produit qu'on a fait dans cette stratégie environnementale, on a créé des nouveaux produits dont les clients n'avaient absolument pas besoin, mais qui sont devenus la norme aujourd'hui. L'exemple basique, c'est quand on a voulu changer cette stratégie, on a voulu bien évidemment faire des moquettes en fibre recyclée. Mais en 96, c'était impossible de faire de la fibre recyclée. C'est de la fibre polyamide et tous les fournisseurs nous disaient que ce n'était pas possible. Pourtant, on a travaillé avec certains de nos fournisseurs, dont un qui s'appelle Aquafil. Et avec Aquafil, en 2011, on a pu créer la première fibre 100% recyclée. Elle a été développée, on l'a un petit peu imposée à nos clients puisqu'on a intégré la fibre un petit peu sans qu'ils nous le demandent sur un produit, comme le disait André, un peu vache à lait, le produit basique. Et puis, on va dire 3-4 ans après, tous les clients demandent du 100% recyclé. Et si une moquette n'est pas fabriquée en 100% recyclé, ils le cherchent. De pouvoir imposer aussi certains produits. Et après, on peut même aller plus loin où certaines innovations et certains produits éco-conçus nous ont vraiment permis d'apporter une vraie valeur ajoutée et un bénéfice client qui a été clair et qui aujourd'hui représente plus de la moitié de nos ventes. Isabelle Saviane, chez vous, quand vous avez changé et fait évoluer un petit peu le modèle pour passer sur un système de location, au début, on vous a regardé aussi un petit peu bizarrement. On vous a dit, mais non, ça ne va jamais marcher. Oui, on nous a dit qu'on était dingue. On l'a bien pris. En fait, une paire de chaussures, c'est parti d'un constat simple. On a regardé les placards de nos clientes et nos clientes, elles aiment la mode et en même temps, elles ont envie d'être très responsables dans leur démarche d'achat.
Donc, finalement, on s'est dit, quand on regarde un peu ce qui se passe sur Vinted, sur des plateformes de seconde main, notamment, on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas de tabou. Les tabous, ils sont dans la tête de certains, mais il n'y a pas de tabou. Donc, on ne loue que des chaussures neuves. On ne sacrifie pas son envie de mode à sa responsabilité environnementale. On rapporte ses chaussures. Nous, pendant ce temps-là, ça nous a obligés à déposer un brevet pour le reconditionnement des chaussures, puisqu'on a la chance d'avoir un atelier de fabrication à Montjean-sur-Loire. On récupère les chaussures et on les remet dans un circuit de seconde main. Donc, les chaussures, une même paire de chaussures va avoir 2 vies, 3 vies. Et on travaille actuellement sur le recyclage de ces chaussures-là. Mais c'est vrai qu'on nous a dit qu'on était fous, comme à chaque fois chaque innovation, elle a son lot de détracteurs. Mais on voit bien qu'il n'y a plus de tabou. Regardez les plateformes, encore une fois, et on vient de créer des corners patatam chez Gémeaux, parce qu'on croit vraiment à cette idée de seconde main. Il faut qu'on arrête de tirer sur les ressources naturelles. Et on fait nous, chez Groupéram, on fait des produits de très bonne qualité et ils peuvent avoir plusieurs vies et ils ne méritent pas d'être enfermés dans des placards. Voilà. Et André, justement, quand on veut vraiment se transformer durablement, ça veut dire qu'il faut accepter de prendre des risques, parfois, de se dire on est complètement en rupture, on est peut-être en avance, mais c'est ça le vrai chemin ? Oui, effectivement, il faut savoir prendre des risques. Il faut aussi accepter parfois peut-être de faire des erreurs, en fait, d'avoir des échecs, mais d'apprendre en fait après de ces échecs pour rebondir. En fait, je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Et donc dans les différentes entreprises qu'on a rencontrées, il y a vraiment cette culture aussi de se laisser une chance en fait, d'échouer aussi, ce qui est très important, et aussi de laisser à tous les salariés effectivement s'exprimer. On a souvent vu des idées en fait où les salariés pouvaient faire des propositions, des suggestions. Dans le groupe ERAM, Isabelle en parlera mieux que moi. En fait, ce sont aussi souvent des salariés qui ont proposé, notamment, de créer une nouvelle marque, les chaussures Cécile, par exemple. Et donc, il y a aussi ce lien entre l'entrepreneuriat, des baskets recyclées, complètement fabriquées en France. Et là aussi, je pense qu'on voit bien le lien en fait entre les différentes parties prenantes. Ça donne du sens pour les salariés, ça permet de trouver des nouveaux clients aussi. Je pense qu'aussi dans le groupe ERAM, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis effectivement d'avoir peut-être des clientes encore plus jeunes, des clientes effectivement très engagées en fait, qui du coup aussi s'identifient à la marque et qui vont peut-être aussi avoir une relation de plus long terme. Et justement, Jean-Pierre Lemonnet. Non, je voulais juste dire, c'est un point important qu'on a observé, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation très forte entre la capacité à innover et à se développer sur le plan durable et la culture managériale. C'est-à-dire que les 7 entreprises qu'on a vues ne sont plus des entreprises hiérarchiques verticales traditionnelles. Elles se sont toutes aplaties en termes d'organisation, de gouvernance, et elles sont toutes très responsabilisantes. Ce que disait André est extrêmement important, c'est-à-dire on fait feu de tout bois dans ces entreprises-là, c'est-à-dire on libère l'innovation en lien avec les parties prenantes, avec beaucoup de transparence, en lien avec les clients, en lien avec les salariés, avec le droit à l'erreur, avec la possibilité, si on est dans le sens de l'entreprise, dans l'ADN de l'entreprise, et s'il y a un modèle économique, on donne les moyens d'y aller. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans une culture managériale. Alors, on n'est pas dans les entreprises libérées. Les gens ne nous ont pas cité ces noms-là, mais on est vraiment dans des démarches qui favorisent l'autonomie, la responsabilisation et qui sont plus à même finalement d'attirer les talents et de les retenir. Donc finalement, c'est un peu l'effet qui se coule, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le fait d'être orienté développement durable, mais aussi cette gouvernance, ce style de management est très vertueux pour l'entreprise et créateur de valeur. Et Isabelle Saviane, d'ailleurs, je crois que chez vous, ça a permis beaucoup plus de transversalité. Avant, les différentes marques travaillaient un petit peu en silo. Tout à fait. En fait, on ne savait pas trop par quel bout prendre cette question du développement durable. On était une entreprise socialement responsable. Ça, c'est notre ADN, puisqu'on est resté dans le même cœur du petit village où on a été créé. Mais les autres aspects, on voyait bien que tout le monde travaillait dans son coin. Et on a décidé de créer une communauté de gens qui font et de gens qui ont envie. Et c'est comme ça que progressivement, depuis 2013, on construit notre politique de développement durable, à la fois à partir de nos envies, mais aussi en fonction de ce qu'on est capable de faire et de ce que nos marchés nous réclament. Donc, en fait, nous n'avons pas d'organisation dédiée, nous travaillons en réseau en interne et aussi en réseau avec des partenaires extérieurs. On est très open innovation.
mais c'est vraiment une communauté qui fait vivre le développement de notre politique de développement durable chez Groupe ERAM. Michael C'est Cornoux, bottom-up, comme dit Xavier. Michael Cornoux, c'est un peu ça aussi chez vous? C'est exactement pareil. On n'a pas forcément de service RSE qui va nous dicter la stratégie environnementale. Tous les services sont intégrés et c'est tellement dans l'ADN d'Interface que n'importe qui doit travailler sur ce sujet. On a un programme qui s'appelle les ambassadeurs. Donc sur la base du volontariat, quel que soit notre poste, quelle que soit notre fonction, que ce soit à l'usine, dans les bureaux, sur le terrain, on peut avoir une formation environnementale à premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Le troisième niveau, c'est proposer un projet environnemental qui est lié à notre fonction. Et si le projet, si tout le monde adhère à notre projet, on nous donne du budget pour pouvoir le mettre en place. Et beaucoup de nos innovations qui nous ont permis d'aboutir au succès de Mission Zéro, hein, puisque c'est un succès chez nous. On n'a plus d'impact environnemental. Ça vient souvent d'idées de collègues qui ne sont pas forcément en lien avec le développement durable, mais qui ont trouvé la bonne idée. Donc c'est tout ce travail d'écoute associé le plus largement. Alors le temps tourne et je voudrais évoquer une question qu'on a un petit peu évoquée en introduction, la question de l'entreprise à mission. On en parle beaucoup, c'est dans l'actualité, c'est dans l'air du temps. Est-ce qu'il faut forcément, André Sobczak, aller vers l'entreprise à mission quand on veut se transformer durablement? Notre étude montre que non, en fait. Dans notre échantillon, on a des entreprises qui sont déjà des entreprises à mission, en fait, la CAMIF en particulier, le groupe InVivo qui veut devenir une société à mission à la fois au niveau groupe et au niveau des différentes filiales. D'autres qui s'interrogent, le groupe ERAM, effectivement, dans son ensemble, en fait, réfléchit à la question, mais n'a pas tranché forcément sur cette question-là. Mais dans leur portefeuille, en fait, de marque, il y a la marque Fago, qui est déjà aussi une entreprise à mission. Donc, ça peut être pour certaines entreprises une fait d'accélérer finalement encore la transformation, de l'inscrire peut-être encore plus dans la durée, dans la gouvernance, avec le regard aussi externe. Mais d'autres entreprises nous ont plutôt dit, finalement, c'est transformer avant que cette loi en fait offrait cette possibilité de changer de statut. On pourrait le faire, on n'est pas très éloigné de la philosophie finalement, mais on ne voit pas non plus l'intérêt particulier d'avoir ce statut juridique. Donc, ça montre vraiment que il n'y a pas une façon, en fait, une voie pour aller vers la transformation durable. Tout est possible en fonction, effectivement, de la volonté, en fait, des équipes. Certainement aussi en fonction de la complexité en fait de l'entreprise. C'est vrai que quand vous avez un seul métier, c'est peut-être plus facile en fait d'appréhender aussi la chose que si vous êtes sur différents métiers. Mais ça peut être en tout cas une interrogation. En fait, en tout cas, toutes les entreprises se sont dit c'est quelque chose en fait à laquelle on pense parce que forcément l'actualité en fait, mais les réponses peuvent être très différentes. Parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes quand on devient une entreprise à mission. Oui, et après, en fait, à titre personnel, je pense qu'il faut faire attention, en fait, parce que l'entreprise à mission, finalement, ça laisse aussi le choix à l'entreprise, effectivement, de choisir un ou plusieurs objectifs en matière sociale et environnementale. Et pour moi, il n'y a pas forcément une équivalence entre entreprise à mission, parce que finalement, l'entreprise peut choisir, par exemple, d'agir que sur l'aspect environnemental et de ne pas mettre parmi ses priorités la dimension sociale ou la gouvernance, par exemple. Donc, finalement, je trouve que parler de transformation durable, en fait, qui est finalement plus large, et on regarde vraiment qu'est-ce qui fait que le business model change, c'est plus important que le statut juridique. Et pourtant, je suis de formation juriste. Jean-Pierre Lambolet, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Oui, donc c'est-à-dire pour des sociétés qui aujourd'hui s'engagent à la transformation, la société à mission a la vertu d'être assez structurante, donc ça peut être intéressant. Pour celles qui le sont déjà, par exemple, une société comme Interface, la question ne se pose pas, ils sont déjà engagés à une transformation depuis 20 ans. Pour un groupe comme InVivo, a choisi le statut d'entreprise à mission parce que c'est un groupe assez composite avec beaucoup de filiales, même si une structure coopérative, mais on a quand même beaucoup de filiales à caractère commercial. Donc c'est une façon aussi de fédérer et de partager une culture commune. Donc ça a aussi cette vertu-là. Donc je dirais que voilà, comme je partage le point de vue d'André, en fonction des cas de figure, mais une entreprise qui est déjà transformée, ça peut être un petit plus, mais celles qui sont transformées depuis longtemps, effectivement, se disent que ce n'est pas forcément une nécessité. En un mot, pour conclure, Isabelle Saviane, ce chemin que vous avez fait, quel bilan vous en retirez ? Parce que le chemin n'est pas fini, que ça va nous amener encore à travailler ardemment, que nous avons la conscience que
il faut se transformer pour survivre, qu'on est dans une industrie qui a besoin de cette transformation et que cette entreprise qui a la vocation à être transmise devra être transmise dans des bonnes conditions aux générations qui viennent. Donc on bosse et on bosse. Voilà ma conclusion. Michael Cornoult, juste en dehors de ça, tout doit se transformer dans l'entreprise. Pour moi, la grande leçon, c'est que c'est l'affaire de tous, de chacun, et dans chacun des compartiments du jeu de l'entreprise, on doit bouger vers les mêmes objectifs. Michael Cornoult, en un mot? En un mot, ça va être difficile, mais très rapidement, je pense que le contexte environnemental montre qu'aujourd'hui, clairement, le zéro n'est plus suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut devenir une entreprise régénératrice. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est notre nouvel objectif à horizon 2040. Et juste pour la petite conclusion, je dirais que si une entreprise de moquette peut le faire, tout le monde peut le faire. Et si tout le monde peut le faire, tout le monde doit le faire. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce cas d'école. Merci à tous les quatre. J'espère que ces témoignages vous auront inspiré. Merci. Au revoir. Merci. Merci.